Bonjour à tous. Bon, je vous propose qu'on commence. Donc, bienvenue à tous à cette table ronde sur l'éco-conception et la recyclabilité des objets connectés. Alors, on va élargir un petit peu, pas que objets connectés, hein, on parle aussi de produits électroniques dans leur ensemble et surtout des produits complexes et multitechnologiques. Donc, c'est ça dont on va parler. Donc, on est 4 aujourd'hui pour vous faire partager notre expérience. Donc Victor Grimaldi, qui est cofondateur et CTO chez Expressive. Pierre Garner, designer et cofondateur d'Helium Studio. Et Bastien Spinella, donc de l'équipe Altior, et moi-même. Bon, pour donner un peu de contexte à cette conférence, puisqu'on va beaucoup parler de notre expérience, je vais laisser chacun se présenter et puis après on attaquera le sujet. Donc, Victor, à toi la parole. Bonjour à tous. Donc Expressivi, c'est une société qui développe du software et du hardware dans la musique. Notre premier produit qu'on a fait il y a 4 ans, qui s'appelait le Toucher, était un premier instrument de musique assez innovant qui permettait de contrôler manuellement des sonorités électroniques. Et aujourd'hui, nous sommes en pleine production, c'est ce qu'on va plutôt aborder aujourd'hui, d'un nouveau type de clavier qui s'appelle Osmose. Peut-être qu'il y a une petite vidéo qui expliquera mieux que moi ce que ce produit fait. Ouais, il y a une petite vidéo effectivement. Et bon, je suis très content d'être là. Alors je le redirai, on travaille effectivement ensemble, on fabrique votre produit. Nous, on est toujours très fiers et bon, ce qui est sympa avec ces salons et ce monde des objets connectés, de l'innovation, c'est que quand on parle d'Expressivi, on parle d'une start-up qui a disrupté son marché, qui est arrivée, ils étaient des no-name, et juste à la force de persévérance et de passion pour ce qu'ils font, ont mis tout le monde 10 ans, ont pris 10 ans d'avance sur tout le monde, sur leur marché. Et effectivement, bon, vous pourrez aller voir sur leur site, ils ont plein de vidéos absolument géniales. Donc juste pour donner un peu de contexte, c'est une petite vidéo, mais c'est avec des musiciens qui sont parmi les meilleurs musiciens au monde. Donc, voilà. Donc voilà, si vous êtes curieux, allez voir les vidéos parce que vous n'avez pas vu grand-chose du produit, vous avez juste vu à quel point ils ont scotché tout le monde, quoi. Et Pierre, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Donc je suis Pierre Garner, je suis designer, je suis le cofondateur d'Helium Studio. Donc Helium, c'est un studio de design que j'ai cofondé il y a une vingtaine d'années, qui est un studio de design produit, vraiment principalement. Donc c'est un peu notre expertise, avec des collaborations qui sont dans des domaines assez divers. Donc il n'y a pas que des objets connectés, même si on a pas mal d'objets connectés. Entre autres, on accompagne par exemple Weezings, que vous connaissez peut-être, depuis le début. Donc on a dessiné l'intégralité des produits Weezings aujourd'hui. Donc on est des designers attitrés chez Weezings. Mais aussi des collaborations avec Free, voilà, sur la Freebox Pop, Expressive, que vous venez de voir, donc bien sûr, qui justifie aussi voilà, ma présence ici avec Altior et Victor. Et puis de l'horlogerie, enfin voilà, des domaines de la mobilité aujourd'hui avec Zouv qui vient de fusionner avec Smoove, donc de la mobilité de vélo électrique partagé pour la ville. Donc des secteurs d'activité assez divers. On est une équipe de 10 personnes aujourd'hui et effectivement avec depuis quelques années des enjeux qui bougent énormément
liés à la conception des produits et principalement les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui, entre autres l'éco-responsabilité, l'éco-conception et voir comment on peut essayer de limiter, en tout cas d'être le plus intelligent possible dans la conception, parce que le seul produit qui n'a pas d'impact, c'est celui qu'on ne fait pas. Donc, à partir du moment où on fait quelque chose, effectivement, il y a une responsabilité derrière. Et, Ouais, je vais être mal poli, c'est moi avant Bastien. vas-y. Donc voilà, moi je suis un des cofondateurs et président d'Altior. Donc notre métier, c'est la conception, la fabrication d'objets multitechnologiques complexes dont font partie les objets connectés. Donc on a lancé plus de 120 objets connectés dans notre histoire. On existe depuis un peu plus de 20 ans. Et on coopère beaucoup avec Pierre, hein, par chance en fait. On se retrouve souvent sur des projets communs. Et donc on est là autour de la table. Pour le coup, sur ce sujet, on a vraiment travaillé ensemble, quoi. Donc Pierre étant le designer, Expressivi portant le produit et nous la fabrication. Et donc cette démarche, comme le dit Pierre, aujourd'hui, on fait des produits, on sait qu'on n'a plus beaucoup de temps pour changer la donne, donc effectivement, il est urgent d'inclure ce sujet d'éco-responsabilité, d'éco-conception dans la fabrication et la conception des produits. Donc nous, on a, chez Altior, instauré ça, institutionnalisé ça dans une démarche qui s'appelle Design for Tomorrow, dont Bastien est responsable et dont il va parler. Bonjour à tous. Donc effectivement, Bastien Spinella, je m'occupe de Design for Tomorrow chez Altior, donc, qui est le nom de notre démarche d'éco-conception, de développement durable, qu'on a lancé il y a maintenant 2 ans chez nous, pour un petit peu faire ce qu'on pouvait mieux dans tous nos process de fabrication pour accompagner nos clients. Donc on a construit Design for Tomorrow autour de 4 axes que vous avez affichés à l'écran. Voilà, que je vais les présenter rapidement, mais puisqu'on va revenir dessus pendant la conférence. Mais durable pour avoir des produits qui vont tenir dans le temps en fonction de leurs contraintes de vie. Réutilisable avec un gros travail au niveau des matières plastiques recyclées. Optimisé, plutôt pour la partie électronique. Et enfin éthique. Là, c'est aussi tout un travail qu'on a avec nos fournisseurs et des chartes qu'on peut faire signer avec eux. Donc effectivement, on va pas mal rester autour de ces 4 piliers pendant cette discussion. Victor, j'aimerais que tu nous partages un peu. Bon, on peut dire que Osmose est éco-conçu. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Et ça a été quoi ? Est-ce que ça a été très simple ? Alors je dirais que c'est grâce à notre premier produit touché en fait qu'on a été assez radical dans la conception d'Osmose. On a commencé le design industriel d'Osmose sur une preuve de concept il y a à peu près 2 ans. Donc là, le produit va bientôt rentrer en production, donc ça a été très très long, très long. Le produit est très complexe, mais disons qu'on a mis énormément d'énergie dans la conception. Et le premier jour de la conception, on a fait des choix assez radicaux pour que le produit soit éco-conçu, dans vraiment l'intégralité de sa vie, donc de la production même. Donc le produit il est très facilement assemblable, il est très modulable, mais jusqu'au SAV, le produit a été pensé pour qu'on réduise l'impact écologique. Est-ce que je peux développer ? Donc le produit en tant que tel, la conception, le produit il est montable par une personne en 1h30 avec 2 références de tournevis. Donc dans l'idée que le produit, s'il y a une pièce qui casse, chaque pièce peut être changée. Donc ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément sur le toucher. C'est pour ça qu'on a été si radical. Donc dans le produit, il n'y a pas de colle. Les contraintes de base de conception étaient pas de colle, pas de double face, au minimum de peinture. Il y a quasiment 0 peinture sur le produit.
est pensé justement pour que tout le produit soit démontable, remontable. Et donc ça, c'est le premier axe qui est vraiment purement de la conception. Le deuxième axe, c'est comment faire ensuite, une fois que le produit est dehors, comment faire pour réduire l'impact. Une statistique qui était importante sur notre premier produit était que 2/3 des produits qui revenaient en SAV chez nous étaient en fait bons. C'était des clients qui ne savaient pas utiliser le produit ou un bug firmware. Et donc 2/3 des produits revenaient alors qu'ils étaient totalement valides de manière hardware. Et donc pour réduire cette statistique qui est super importante pour nous sur Osmose, parce que le produit fait quasiment 1 mètre, donc l'impact d'un aller-retour aux États-Unis ou je ne sais pas en Asie, en France pour la SAV est assez fort. Et donc là, on a travaillé sur un autodiagnostic intégré au produit que les clients peuvent du coup faire tourner chez eux. Et donc avant tout retour produit, le but c'est que le client puisse faire tourner son autodiag et nous envoyer les logs pour vérifier qu'il y ait vraiment un problème hardware avant de renvoyer le produit. Voilà, c'est ces 2 gros axes qui aujourd'hui font que Osmose est plutôt un bon élève sur ce sujet. Effectivement, on va en reparler d'ailleurs. Et ouais, juste pour la petite anecdote, quand on en a reparlé, tu m'as dit ça, on a fait des choix forts, mais ça a été une vraie volonté et il a fallu être intraitable pendant tout le développement parce que 10 fois, vous auriez pu lâcher ce que vous vouliez faire, quoi. Alors ça, c'est vraiment vrai quand je parle d'être radical. Il faut être radical sur ce genre de sujet, sinon, en fait, par la pression des plannings, des précommandes s'il y en a, on a tendance à lâcher sur ce genre de points en disant bon, c'est pas grave, le produit marchera, on verra plus tard. On a vraiment tenu, et donc notamment le pas de colle sur un produit où il y a 600 pièces, ça paraît bête, mais c'est assez compliqué. Sur un produit vraiment où voilà, c'est un instrument de musique. Nous, on parle de lutherie industrielle, parce que c'est vraiment, on est à cheval entre vraiment le monde de l'industrie et le monde de la lutherie. Et donc, on fait des instruments de musique. Et donc, tout est fait pour qu'il n'y ait pas de grincement, qu'il n'y ait pas de petites subtilités sous les doigts qui nous dérangent. Vraiment, donc des contraintes de luthier, en fait. Sauf que là, il faut produire des milliers de produits en industrie, en mode industriel. Et donc oui, ça a été un long combat. Et l'homme métier a tendance à souvent réutiliser les astuces que ce soit chez nous en interne ou chez Altior. On a toujours tendance à aller vers des solutions qu'on a déjà eues. Mais tout le monde a joué le jeu et au final, tout le monde est bien content de voir le résultat avec un produit vraiment très complexe en tenant des contraintes datant de 2 ans qu'on a réussi à tenir, quoi. Alors Pierre, chez vous, c'est aussi une démarche que vous intégrez depuis longtemps. Vous avez en plus l'avantage d'être à l'idéation, donc de pouvoir proposer des choses. On a l'avantage d'être à l'idéation et en même temps, c'est pas suffisant si on veut avoir une vraie démarche d'éco-conception, parce qu'effectivement, il y a aussi une dimension stratégique au niveau de l'entreprise sur laquelle nous, on n'a pas forcément de prise, on est consultant, mais effectivement, sur la conception du projet, quand le design est intégré suffisamment tôt dans le process, on a la chance d'être à l'idéation, comme tu dis, au début du projet, et donc de pouvoir orienter les choix et faire des choix. Et alors, on a d'abord, c'est assez intéressant. Il marche peut-être mieux, il marche mieux. On a un premier travail souvent d'ailleurs sur les objets technologiques, puisque là on est un peu dans l'univers de l'objet connecté, et quand on est consulté souvent par une start-up qui vient nous voir avec un nouveau projet, on a d'abord un travail un peu de déconstruction. Nous, un des premiers enjeux et le levier qu'on a, c'est comment on gère l'obsolescence, et à plusieurs niveaux. On a un enjeu d'obsolescence technologique,
qui va pouvoir faire que ça va réduire la durée de vie du projet. Et là, c'est un des piliers que vous avez mis. Dans le durable, il y a aussi augmenter la durée de vie du projet. Et nous, c'est là-dessus vraiment qu'on essaye de jouer au maximum en tant que designer. C'est comment on propose un produit qui va pouvoir s'inscrire dans la durée. Et donc, ce premier travail, c'est sur la technologie et surtout les fonctions qu'on peut embarquer. Et dans les objets connectés, on a souvent été consultés par des startups qui viennent nous voir et qui ont un peu cette volonté d'être techno-push et de mettre beaucoup de fonctions dans leurs produits. Comme aujourd'hui, on a accès à des composants qui sont de plus en plus accessibles en termes de coûts, il y a cette volonté de dire, puisque je suis connecté, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. On rajoute de la complexité au produit. Souvent, on le complexifie. Quand on le complexifie, on le rend plus cher. Et puis, on peut le rendre aussi obsolescent plus vite. Donc, le premier, c'est essayer vraiment de comprendre, nous, dans les échanges qu'on a, quel est le service que vous voulez délivrer, comment on peut l'adresser au mieux et comment on le fait avec le minimum de moyens et le minimum de fonctions pour s'inscrire dans le temps. On a un indice intéressant, j'évoquais Weezings tout à l'heure. Donc, eux, ils mesurent, ils essaient de voir le taux de rétention, ce qu'ils appellent le taux de rétention des produits. Au bout de X années, combien de leurs produits sont encore utilisés. Et sur le PES personne, c'est là où ils ont le plus de recul, par exemple. 10 ans après, ils ont plus de 50% de ce qu'ils appellent le taux de rétention. Il y a 50% des produits, alors que c'est un objet connecté, qui sont encore utilisés 10 ans après. Ce qui, dans cet univers-là, est assez bon. Et le design y contribue. Alors, à la fois par la dimension technique, la qualité des produits. Et l'autre dimension, c'est aussi de proposer un design qui s'inscrit dans la durée. Donc là, on parle en termes d'écriture. Donc là, c'est juste, effectivement, essayer d'être le plus intemporel possible, pas être dans une sorte d'effet de mode. Donc là, on est très attentif à ça. Essayer de faire en sorte que les designs qu'on propose, 10 ans après, ne soient pas complètement décalés. J'aime bien citer l'exemple pourtant c'est un très grand cabinet de design de la côte est des États-Unis qui a travaillé pour Jawbone, qui avait fait ses capteurs d'activité sous forme de bracelet il y a quelques années, qui était un produit en soi qui était très bien dessiné, mais qui pour le coup a été un effet de mode. Voilà, c'est un produit ça a été une sorte de bulle, ils ont une croissance énorme, ils ont vendu des centaines de milliers de pièces. Donc à un moment, c'était à la mode d'avoir un Jawbone au poignet. Et puis 2 ans après, plus personne portait un Jawbone. Donc c'est pour ça que on essaie d'avoir des approches un peu différentes. Et puis un pur travail après de design, alors qui peut paraître un peu anecdotique, mais auquel nous on est aussi attentifs pour gérer cette obsolescence. C'est essayer de faire en sorte que les gens s'approprient les produits, c'est essayer d'avoir des produits qui soient séduisants et qu'on ait envie d'avoir. Qui ait du sens. C'est un peu la base. Et quand on a un produit qui a du sens, on y prête de l'attention. Et quand on y prête de l'attention, on va l'utiliser et on va essayer de le conserver et de le garder. Donc c'est une partie des choses en amont. Puis après, il y a tout le travail que Victor a évoqué, de conception, de choix techniques qu'on fait nous, donc très en amont. Donc dans la conception des produits, limiter le nombre de pièces, limiter la complexité de conception. Plus c'est compliqué, on sait que plus ça peut avoir un impact sur la réparabilité, sur la maintenance et même sur la fragilité du produit. Parce que, donc on multiplie les risques de maintenance. Sur le choix des matériaux, donc là on a des discussions, on travaille très régulièrement avec Altior, typiquement, parce qu'on fait beaucoup appel à du plastique sur beaucoup des produits. Donc là il y a aujourd'hui des solutions qui commencent à heureusement arriver, et même avec l'économie circulaire de recyclabilité, d'utiliser sur des matériaux régénérés, etc. Donc on proscrit maintenant systématiquement, et là aussi, et je suis d'accord, il faut avoir une attitude radicale. Donc on essaie de proscrire tout ce qui est peinture, traitement, démétallisation, etc. Tout ça, on essaie vraiment de les proscrire. Donc ça fait partie aussi des choses qu'on prend en compte dès le début. Tout ce qui est collage, soudure à ultrasons, tout ce qui n'est pas démontable, on supprime. On pose beaucoup de questions et on essaie beaucoup d'essayer d'avoir des réflexions sur tout ce qui est batterie. Type de batterie, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en embarquer une? Est-ce qu'on a un produit qui doit embarquer une batterie ou est-ce qu'il doit être accordé sur le secteur? Toutes ces questions de quelle énergie, sur les écrans, sur les interactions. Donc sur les produits, on essaie sur toutes les dimensions de balayer pour essayer d'apporter à chaque fois les réponses et qui soient les moins impactantes possibles. Il y aura un impact, en tout cas qu'ils soient les moins impactantes possibles. Ouais, effectivement, donc on retrouve bien les différents piliers dont on parle ici, qui sont des choses qui reviennent souvent. Alors Bastien, tu peux en parler aussi, par exemple sur l'obsolescence. Pierre le traduit de son œil de designer sur l'intemporalité des produits ou sur la réflexion sur l'usage, mais on a aussi des critères techniques là-dessus. C'est ça. Par exemple, oui, pour des produits électroniques, on utilise chez Altior une base de données qui s'appelle Silicon Expert et qui, pour les composants, va nous donner un petit peu cet aspect d'obsolescence dans le temps
est-ce qu'on sera toujours en mesure de les approvisionner dans plusieurs années pour être sûr qu'on ne soit pas amené à avoir des ruptures à plus long terme. Ou bien aussi d'un point de vue technique sur un produit, c'est être capable, ça peut être bête, mais c'est pas le cas sur tous les produits, c'est de pouvoir le mettre à jour à distance via son téléphone ou via un câble comme le clavier. Un produit, il y en a sur le marché qui ne peuvent pas être mis à jour, eh bien, il peut être rendu obsolète parce que le produit n'est pas mis à jour, donc l'usage est perdu. Ouais, on a ça. Et puis, bon, tu peux reparler aussi de l'aspect optimisation dont tu as parlé, Pierre. Les piles, la conso, c'est vraiment des choses qui sont essentielles de passer en revue quand on conçoit un produit. C'est ça. On en parlera un petit peu après, mais c'est vrai qu'on fait des analyses de cycle de vie et on voit que la partie consommation électronique, tout ce qui est en veille par exemple, quand on a un produit qui est branché sur le secteur et qui a une consommation en veille constante, et ben c'est en fait un impact environnemental forcément qui est lié en permanence. Donc essayer de travailler là-dessus, réduire ça, c'est automatiquement réduire les impacts du produit. Mais un aspect important, tu as commencé à en parler, Pierre, c'est effectivement tout ce qu'on est en train de faire sur les plastiques, quoi. Donc ça, je pense que Bastien, tu vas bien pouvoir en parler parce que tu es le lead chez nous sur ce sujet, quoi. Donc effectivement, vous avez à l'écran ce qu'on appelle notre boucle de recyclage française. Donc on a construit ça depuis 2 ans aussi, à peu près en France avec des partenaires. Donc, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On récupère en fait des produits électroniques en fin de vie. Donc des produits qui normalement partent dans des filières des 3E classiques et où le plastique a plutôt un avenir d'incinération ou d'enfouissement. Donc pour éviter ça, on récupère les pièces. On travaille beaucoup sur du démontage pour vraiment séparer les pièces, avoir des choses de qualité, réintégrer de la matière plastique dans cette boucle et la revaloriser. Donc on va la regranuler en petites billes de plastique pour être en mesure de refaire des produits. Et des produits, grâce à ces étapes qu'on maîtrise et qu'on contrôle, qui peuvent être de très bonne qualité. Donc en fait, on peut avoir des idées reçues sur les recycler. Et c'est pour ça qu'on était très content aussi de les montrer à Helium. Sur des matières qui peuvent être seulement noires ou alors polluées avec des points noirs. Donc, avec cette gestion de boucle, on propose aujourd'hui des matières qui peuvent être blanches, donc un RAL 9003 par exemple qui est un blanc pur. On a même des matières transparentes qu'on sort via des étapes de démontage pour obtenir du plastique recyclé transparent sur des matières techniques. Donc des choses aujourd'hui qui existent peu, qui ne sont pas simples à avoir et qui ont un impact conséquent, encore une fois, sur l'environnement. Vous l'avez à l'écran. Chez nous, depuis le début de l'année, au niveau total d'Altior, pour tous nos clients, 70% de la matière plastique, ça a été du recyclé. Et ça représente des gains CO2, à peu près 45 000 arbres. Pour communiquer, c'est quand même plus parlant que des kilogrammes de CO2. Mais ça représente quelques milliers de tonnes de CO2 qui ont été évitées par rapport à l'utilisation de matières plastiques vierges. Et vous avez vu quelques photos de nos produits où vous pouvez passer sur le stand. On ne fait pas des cales pour des jouets en plastique noir, hein. On fait que des produits d'aspect. Cette boucle, elle marche énormément en collaboration avec Freebox. Il faut savoir aujourd'hui que Freebox, aucune box qui est remise sur le marché n'est faite avec de la matière vierge. Donc tout est fait avec de la matière recyclée, y compris si vous connaissez la Freebox Révolution, donc qui sont des plastiques fumés avec des aspects très complexes en termes d'injection. Et là, bientôt, ce sera le cas pour la pop aussi. Donc la pop, qui est un produit blanc, et on arrive à faire du blanc sans point noir. Donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles vous devez vous poser des questions.
Puis Pierre, on en parlait, hein, toi tu vois une évolution des business models aujourd'hui où beaucoup de clients en fait restent propriétaires de leur matériel et pour qui ce sujet d'économie circulaire est un vrai enjeu. Ouais, de plus en plus aujourd'hui, on a des entreprises qui se reposent la question du business model par rapport aux produits et aux services qu'ils proposent. Hein. Donc par rapport à ce qu'on avait l'habitude pendant longtemps nous de voir, hein, c'est-à-dire on a un produit, on a un produit, un service, on le commercialise, on le distribue et puis ensuite il va à l'utilisateur final et puis c'est tout. Et aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises, on travaille beaucoup avec Castali par exemple, qui est une entreprise qui va proposer des solutions de distribution d'eau pour les cafés, hôtels, restaurants et pour les entreprises. C'est des fontaines à eau en fait, hein, qui sont raccordées au réseau et qui viennent purifier l'eau. Les machines aujourd'hui, c'est que de la location en fait. Donc leur business model, c'est vraiment de dire on a accès au service, on vous installe la machine chez vous, on en assure la maintenance, mais du coup en assurant la maintenance, ils en assurent aussi la pérennité. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a un problème sur la machine, ils la récupèrent, ils la remettent en route. Et s'il faut la changer, ils la changent. Et après, eux, ils la récupèrent. Ils peuvent la reconditionner pour la remettre ensuite sur le marché. Donc en fait, ça permet de maîtriser en fait son parc de machines. Ça évite de produire pour produire, que les objets soient éventuellement détruits à la fin. Et de maîtriser maintenant, dès en amont dans la conception, justement, tous ces aspects de reconditionnement, de maintenance, etc. Ce qu'on a fait pour la Freebox Pop, hein, typiquement, ça c'est des produits, comme le soulignait Yanis, qui sont reconditionnés maintenant. Donc il faut que dès le début dans la conception, on l'intègre. C'est-à-dire dans le nombre de pièces, comment on démonte le produit, et comment même on essaie dans les traitements de surface d'éviter, si possible, d'avoir même si on peut récupérer la pièce telle que, c'est encore mieux. Donc on essaie de faire sur les pièces d'aspect, de voir si on ne peut pas renforcer les traitements pour éviter qu'il y ait une usure et de pouvoir reprendre parfois même les pièces telles que. Donc ça, c'est un produit, on est aussi attentif à ça. C'est un bon exemple parce que autant sur les générations d'avant, comme la Révolution, la Mini 4K, les pièces étaient systématiquement rebroyées pour refaire de la matière réinjectée, donc ce qui était déjà très vertueux et beaucoup en avance sur beaucoup d'autres acteurs. Sur la Pop, elle est même conçue pour que, effectivement, potentiellement, le top soit juste nettoyé. Idéalement, ouais. Donc ça, c'est une démarche que vous avez aussi chez vous, là, puisque on le voit, il y a une vraie volonté sur le clavier à utiliser des matières premières recyclées. Oui, alors là, grand merci à Altior de faire ce boulot-là parce qu'on serait incapable de faire ça tout seul dans notre coin. Donc là, c'est vraiment aussi grâce à l'industriel avec Altior, avec qui on travaille, qui pousse du coup cet axe-là, et nous on en profite directement. Alors du coup, comme le produit, on fait des produits très techniques, on a choisi un peu les combats au départ pour valider quelles pièces on pouvait faire en recyclé, pour voir si les comportements techniques sont tous opérationnellement OK. Aujourd'hui, du coup, ce chiffre-là, on espère l'augmenter à plus de 90%, voire à la fin 100%. On pense pouvoir s'y approcher assez rapidement, à court terme, potentiellement en 2022. Et donc ça, c'est en partenariat, puisque nous, du coup, il faut qu'on fasse tous les essais techniques qui permettent de valider que tout va bien et que tout ira bien aussi au niveau longévité du produit. Tu es même assez persuadé que ça va devenir la norme, en fait. Voilà, ouais, exactement. Je pense que toutes les entreprises ou les startups qui ne conçoivent pas leurs produits de manière éco sont quasiment rendus obsolètes aujourd'hui. Parce que s'ils commencent la conception aujourd'hui et qu'on se dit que le produit sortira dans 1-2 ans ou plus, je pense que on a vu en janvier que l'indice de réparabilité, par exemple, était rendu obligatoire sur certains produits. Alors je ne sais pas exactement, je pense que vous êtes mieux renseigné. C'est encore le gros électroménager quoi, pour l'instant. Ouais. Voilà. Mais voilà, nous on serait ravis d'avoir un indice de réparabilité obligatoire sur nos produits, parce que on serait très bon élève. Et c'est vrai que ça va être probablement
probablement la norme très rapidement. Je crois qu'en Allemagne, ils sont déjà assez en avance là-dessus. Par rapport à... Ouais, bah nous, pour le coup, c'est un truc sur lequel on essaie de travailler. On va en reparler tout de suite. Là. Tu disais aussi que cette réparabilité, c'est un truc sur lequel vous avez communiqué au niveau de votre communauté. Parle-nous-en un petit peu. Alors, comme on est dans le marché de l'instrument de musique, un musicien, c'est très, très, très pointilleux, forcément. Donc la crainte, en fait, aujourd'hui, le marché du clavier, le clavier en tant que tel, donc ce qu'on appelle le keybed, donc le lit de touches, et n'a pas évolué depuis une cinquantaine d'années. Et donc donc il y a eu beaucoup d'essais pour transformer le clavier avec des claviers en caoutchouc, des technologies qui sont quand même très éloignées du clavier classique en fait. Et on est les premiers, je pense, à avoir réussi ce pari de proposer en fait un nouveau keyboard, un nouveau clavier qui ne change pas les habitudes du pianiste. Donc c'est vraiment, on retrouve 100% des compétences qu'on a acquis pendant des années et des années en tant que pianiste. On peut les réutiliser sur notre clavier et on peut aller plus loin. Et donc là-dessus, c'était une crainte des clients et globalement des gens qui ont précommandé, une vraie crainte de dire ça va être fragile, ça a l'air tellement précis, la technologie a l'air tellement précise derrière que c'était une vraie crainte chez les clients de dire oula, ça risque d'être fragile et beaucoup plus fragile qu'un clavier classique que tout le monde connaît depuis une cinquantaine d'années maintenant. Donc on a communiqué là-dessus alors c'est pas du tout plus fragile que n'importe quel clavier, et en plus si quelqu'un qui fait tomber son clavier de 3 mètres, peu importe quel clavier d'une scène par exemple, peu importe quel clavier ou technologie, le clavier souffre un petit peu, et du coup c'est là qu'intervient la réparabilité, quoi. Qui a été apprécié. D'ailleurs, un petit point particulièrement, les musiciens se retrouvent souvent un peu coincés en tournée, et ça c'était une vraie demande qu'on n'avait pas forcément en tête, mais ils se retrouvent souvent coincés à faire le tour des magasins autour du coin de la scène où ils jouent le soir, parce qu'il y a une alim cassée, il y a une touche qui pète, ou voilà, c'est des produits qui bougent énormément, qui passent dans les soutes d'avion, etc. Et du coup, c'était une vraie nécessité, je pense, sur ce type de produit. Très bien. On en a parlé, Bastien. On a parlé de tous ces piliers. Parlons un petit peu d'ACV rapidement. Ouais. Rapidement, l'ACV, effectivement, c'est quelque chose qui est important quand on veut faire de l'éco-conception. C'est une des premières étapes. Et on l'a vu en faisant. Ça permet de casser les idées reçues pour s'attaquer aux vrais problèmes quand on veut essayer de faire des réductions d'impacts environnementaux. On peut partir tête baissée en essayant de réduire du transport, alors qu'on a des leviers beaucoup plus importants pour réduire un bilan environnemental via par exemple l'électronique, les consommations ou les plastiques recyclés. Ouais, donc c'est vraiment faire les maths. En fait, c'est urgent maintenant de faire ça. Vous ne pouvez pas concevoir un produit sans vous poser la question de l'impact environnemental. C'est plus possible en fait. Donc c'est obligé de le faire, et c'est obligé de faire les maths. Parce que très souvent on se dit je vais éliminer le transport. En fait, dans la vraie vie, sur une ACV, de tout ce qu'on a expérimenté, sauf si on fait de l'avion, le transport c'est 1 ou 2% du bilan carbone du produit. Donc il ne faut pas partir sur des intuitions, il faut faire les maths. Ça c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Et voilà, donc on avance un petit peu, nous, sur ce sujet. On essaye de faire un peu bouger les lignes. Comme tu le disais, Victor, il n'y a pas d'indice sur nos produits. Donc nous, on essaye, à notre petite échelle aujourd'hui, d'essayer de noter ça. Donc tu peux, Bastien, en parler un petit peu. Oui, donc l'indice Design for Tomorrow, c'est quelque chose qu'on est en train de lancer en ce moment pour justement venir apposer
un calcul du niveau d'éco-responsabilité du produit. Donc on a, via notre expérience, via les développements de produits, et notamment Osmose, on le verra juste après, mais identifié plusieurs catégories, donc avec chacune des critères pour venir impacter plus ou moins cet indice. Donc on regarde des critères qui sont électroniques, comme je le disais, consommation, ce genre de choses, mécanique avec les plastiques recyclés, présence de peinture ou non, packaging au niveau du nombre de matières qui sont présentes et de la facilité ou pas à trier le packaging pour l'utilisateur. Donc souvent on peut voir de très beaux packaging. Quand on sait que la durée de vie d'un packaging, quand ça arrive à la maison, c'est pas forcément très très long. C'est quelques minutes, voilà, au mieux, ou alors rangé dans un tiroir. Et puis bonus, donc là où on intègre des choses un peu diverses. Est-ce qu'une ACV a été faite sur le produit? Est-ce qu'il y a d'autres éléments à valoriser, comme par exemple un autodiagnostic sur un produit, des choses qui sont très intéressantes. Donc voilà. Et donc pour noter cet indice, on a des badges avec qu'on a voulu faire dans la construction, dans une construction positive, on va dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une notation ABCDE avec du rouge, voilà, qui peut faire un peu peur quand on voit ça. Non, le départ, c'est l'initiation. Ensuite, on a take-off, décollage, accélération, maturité, excellence, pour vraiment se dire, bon, même si on est tout en bas, et aujourd'hui, la plupart des produits sont plutôt vers le bas, c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir la conscience, d'essayer de faire des choses. Et assez vite, on peut monter dans l'échelle. Et bon, on a quand même la chance d'avoir des produits comme Osmose qui sont déjà hauts dans l'échelle, avec un grade de maturité environnementale. Donc avec tout ce qui a été mis en place sur le produit, qui permet d'atteindre un très bon niveau sur cet indice. Mais pour autant avec un vrai engagement, comme tu l'as témoigné, quoi. C'est pas sorti du chapeau, quoi. Est-ce que, Pierre, tu veux rajouter un petit mot là? Comment tu vois les clients réagir à ça? Tu le disais, c'est par rapport à la stratégie ou... Là, il y a un vrai pivot qui s'est initié depuis, allez, je sais pas, 4-5 ans, on va dire, mais 4 ans au moins. Il y a un vrai pivot. C'était des sujets qui étaient très peu abordés avant. Et même il y a 10 ans, enfin, c'était quasiment pas un sujet, en fait, on va dire. Tous ces enjeux d'éco-responsabilité, même dans les packaging, enfin, voilà, même nous, on a contribué, et il faut le reconnaître. Hein. On faisait partie du problème, donc... on a fait des packaging voilà, qui n'étaient pas du tout éco-conçus, qui étaient des packaging en carton monté avec des aimants dedans, voilà, parce qu'à un moment, il y avait cette tendance à faire des packaging qui étaient des objets et qui venaient suremballer. Voilà. On crée un objet autour de l'objet et on faisait mettre des packaging de packaging à la fin, donc, parce qu'il fallait protéger le packaging pendant le transport. Donc, on arrivait à des choses qui étaient... non, mais c'est vrai, c'était une réalité. Non, mais moi, on avait fait chez Nodon des packaging en carton recyclé il y a 6-7 ans, et quand on allait voir les chefs produits dans les magasins, ils disaient non, c'est sympa votre démarche là, mais c'est obligatoire là. C'est ça. Donc là, depuis 4 ans, depuis 4-5 ans, je pourrais pas, mais oui, il y a un vrai pivot qui s'est initié, et là, effectivement, aujourd'hui, il n'y a plus aucun projet sur lesquels on est amené à travailler où ces problématiques-là ne ressortent pas. Voilà, et ne sont pas abordées. C'est systématiquement pris en compte. Alors ensuite, à différents niveaux, voilà, vous avez une approche positive du sujet, voilà, donc on est encore souvent un peu bas, mais en tout cas, il y a toujours cette volonté d'essayer d'adresser au maximum ces enjeux-là. Sachant, et là tu l'as souligné au début, c'est assez intéressant, c'est que très souvent, c'est là où il faut être radical et très ferme, parce que c'est beaucoup plus simple de s'en affranchir, surtout quand on est sous la pression et quand on lance un projet, des plannings, pression financière, pression de délivrer, et même la conception qui souvent est parfois au départ plus complexe, parce qu'il faut plus de temps, il faut trouver des solutions, voilà, et donc c'est... Le chemin de la facilité, c'est pas toujours le chemin de l'éco-conception. Et c'est là où il faut être effectivement assez ferme dès le début et radical après dans toute la démarche de suivi, parce que sinon, on dérive vite, quoi. Ça dérive très vite. Voilà, on a fini. À vous, si vous avez des questions, donnez votre nom d'entreprise et puis la question derrière. Puis voilà, sinon on est là après. Est-ce que la
Alors, c'est ni plus cher ni moins cher. Ça, déjà, c'est une bonne nouvelle, normalement. C'est surtout pas moins cher, parce que pour pouvoir faire ce qu'on fait, donc des blancs ou des blancs sans défaut, des transparents, c'est ce qu'a expliqué Bastien, on va même jusqu'à démonter du produit. Donc, on récupère du produit fin de vie. Là où je peux vous dire, quand vous allez voir les recycleurs classiques, ils vous disent bah non, ça c'est poubelle, quoi. Donc nous on le démonte et on fait des produits. On est effectivement aujourd'hui, le sujet de pérennité est un vrai sujet qui est adressé par la filière. Moi j'ai la chance d'animer le groupe du syndicat de la plasturgie de la région Centre-Val de Loire. Je peux vous dire qu'on essaye de bouger, mais c'est vrai que c'est un sujet. Nous, en tout cas, on est capable, si on dit à un client on peut faire, on va s'assurer de la pérennité. C'est devenu une activité qui a pris tellement d'ampleur chez nous en 2 ans que ça devient une business line à part entière. Et s'il faut aller sourcer de la matière, on va aller la sourcer. Victor, tu veux répondre? Alors, en fait, c'est le client qui doit avoir la démarche avec le soutien de l'industriel, je pense, parce que... Enfin, quand tu dis client, c'est toi, ouais, voilà, pas le client final. C'est ça. Et en fait, j'y ai pensé, Pierre, quand tu as dit... je ne sais plus quelle phrase tu as dit tout à l'heure, là, mais en fait, effectivement, c'est dur de rentrer dans l'éco-conception. Tu disais que c'est pas le chemin le plus facile, le plus simple. C'est vrai, mais en fait, c'est vrai parce qu'il y a une pression du planning ou il y a une pression financière. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on va retrouver et qu'on va gagner sur la vie du produit, en fait. Un produit comme Osmose, nous, l'objectif, c'est qu'il dure entre guillemets. On ne sait pas combien il va durer, mais il a été conçu pour qu'en fait, il dure. On espère qu'on verra dans 40 ans des musiciens encore s'en servir. Donc, il y a cette répérabilité. Il y a aussi au niveau tout électronique, etc. Il faut penser un peu les choses de manière modulaire. Donc, la phase de conception, effectivement, dure plus longtemps, donc c'est un coût forcément qui est plus fort à l'entrée. Mais par contre, ce coût-là, je suis certain de mettre mes 2 mains au feu qu'on va les récupérer dans les prochaines années sur la maintenabilité et les retours du produit, quoi. Ouais, qui n'est pas simple à voir toujours dans un PNL, mais je crois que pour le coup, enfin, on peut en débattre si vous n'êtes pas d'accord, mais je pense qu'effectivement, en termes de R&D, ça coûte plus cher. En termes de NRE, enfin d'outillage, etc., pas forcément. Et en termes de prix produit, ça coûte pas plus cher, quoi. Enfin, je veux dire, un produit comme produit comme Osmose, il y a combien de pièces dans la BOM? Plus de 600 pièces. Plus de 600 pièces, on l'assemble en 1h30. C'est du Lego par bloc, répétable. Au final, oui, on a payé plus cher en R&D. Mais end of story, ça coûte normalement pas forcément plus cher sur le produit. On parlait aussi des peintures et des packaging. Si à la base on a une demande, on souhaite avoir un beau produit qui soit peint et que pour de l'éco-conception on s'affranchit de ça, le prix, on paye pas la peinture, donc on diminue le prix. Pareil sur un packaging très compliqué avec beaucoup de matières dures à assembler, ça coûte aussi cher. Alors qu'un packaging plus sobre, monomatériaux, forcément on va aussi réduire le coût de ça. Vous avez une question? Alexis Roche, à États-Unis. Donc il y a toute la partie co-responsable au niveau du design, du plastique réutilisable. Au niveau de l'électronique, il y a l'optimisation batterie, mais il n'y a pas d'autres optimisations au niveau de l'électronique. Alors, par exemple, au niveau des microcontrôleurs, on sait qu'il y a plusieurs types de microcontrôleurs et qu'en fonction des catégories de composants, on va les choisir. C'est une partie de l'indice. On va s'orienter vers des types spécifiques des types de package spécifiques. Des types de package spécifiques parce que sur ces composants-là,
ils vont être moins impactants au niveau de la fabrication. C'est une grande famille de composants où ils viennent tous de Taïwan ou de Chine, où la fabrication est carbonée notamment. Donc s'orienter vers ceux qui sont le moins impactants, c'est aussi un bon axe là-dessus. On a des packages qui sont interdits d'ailleurs. Il y a des packages qui sont très très consommateurs, donc on les interdit. Donc il y a effectivement l'obsolescence, les mineral conflicts qu'on vérifie sur Silicon Expert. Et puis un truc qui est hyper impactant sur les produits, c'est la taille du PCB. Donc faire un design hyper sympa qui fait qu'on a un PCB qui va dans tous les sens et que quand on le sort quand on a le V-cut qui est un carré et qu'à la fin on a le PCB qui est plus rien, qui va dans tous les sens, toute la matière perdue, c'est extrêmement impactant sur l'ACV. Donc ça, par exemple, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler sur le layout. Consultant. Je voulais savoir ce qui manquait à Osmose. Avec la présentation, je pensais qu'ils étaient au niveau excellence. Ouais. Qu'est-ce qui leur manque pour être au niveau ultime? Alors, il manque pas grand-chose, notamment le plastique recyclé, il y a des axes d'amélioration. Et puis après, c'était aussi, le produit n'est pas encore officiellement sorti, pas encore sorti chez les utilisateurs. Donc il y a, dans la partie bonus, en fait, on a montré les notes. Le niveau le plus haut, c'est quand on arrive, quasiment tout est rempli. Donc il y a aussi une partie documentaire. Qui est présente dans l'indice de réparabilité, quels documents on peut donner aux utilisateurs. Donc ça, c'est des choses qui sont aussi à venir pour Osmose, aussi avec des ACV pour arriver jusqu'au niveau supérieur. Mais voilà. Le niveau maturité aujourd'hui, comme la façon dont on a construit l'indice, il est déjà très très bien et pas simple à avoir. Donc c'est plutôt très bien, oui. Peut-être petit truc à rajouter sur le packaging. Petite anecdote. Sur le toucher, on avait un packaging, on n'a pas réfléchi, on n'a pas fait de palettisation. Parce que voilà, c'était notre premier produit. Donc on est passé en refaisant le packaging. Donc on était plutôt bon élève sur le craft, voilà, le craft, assez minimaliste, simple, etc. Mais on n'avait pas fait des études de taille sur la palettisation. On est passé de la V1 du packaging au V2, on est passé de 150 produits sur palette à 288 produits. Voilà, ça réduit l'impact quasiment du coup par deux. Ouais, du transport par deux. Ouais. C'est mathématique là pour le coup. C'est ça, ouais. Donc la taille du packaging est quand même relativement importante aussi. D'autres questions? Bien, merci à tous. Time, on est juste dans les temps. Merci beaucoup.